Eh bien, bonjour à tous. On est le 20 avril 2020. Voilà, je vous ai pas fait de vidéo pendant le mois d'avril parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de récupérer beaucoup d'informations pour me faire une idée claire de ce qui se passait avec donc cette crise du Covid-19. Et donc, je vais là vous faire une série de plusieurs vidéos à thème qui vont essayer, j'espère, d'éclairer un peu la situation. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont une idée assez claire quand même de pas mal de choses, dont le fait que si peut-être le virus était méchant en Chine, dans nos pays occidentaux, il l'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, et que les chiffres, évidemment, comme on le verra dans une autre vidéo, la prochaine, les chiffres sont vraiment très peu développés par rapport à ce que une épidémie qui nécessiterait un confinement, disons, représenterait. On est dans quelque chose qui est moindre même que des années antérieures en termes de grippe, donc on n'aurait absolument pas besoin de rester confiné. On a peut-être surréagi dans un premier temps, mais là, aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de rester confiné. Donc ça, on le verra dans la deuxième émission que je voudrais faire, enfin, la deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur les remèdes. Et donc, je voudrais vous parler effectivement de l'hydroxychloroquine, entre autres, parce que j'ai découvert une vidéo extrêmement intéressante, en anglais évidemment, mais qui explicite pourquoi est-ce qu'on donne de l'hydroxychloroquine aux patients atteints du lupus et qui montre de façon très évidente que nos autorités, puisqu'on donne cela aux patients pour les guérir du lupus, qui est une maladie du système immunitaire, nos autorités savent très bien que dans le cadre du Covid-19, le problème étant un problème de surréaction du système immunitaire, comme on va le revoir, je vous ai déjà parlé dans une vidéo antérieure de la cytokine storm, eh bien c'est cela qui tue en fait, et nos autorités le savent très bien, et savent très bien que l'hydroxychloroquine est particulièrement indiquée dans ces cas-là. Donc on va détailler un petit peu tout ça ensemble. Alors je me suis fait des petites notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors tout d'abord, on trouve donc sur le site Ciel Voilé une traduction en français d'une vidéo d'un médecin urgentiste de New York qui s'appelle le docteur Cameron Kyle Seidel, qui montre qu'effectivement, qui dénonce le fait que, en fait, on a l'air de se tromper de protocole de soins. En fait, on ne devrait pas intuber puisque avec des ventilateurs, on a des problèmes supplémentaires qui arrivent au niveau des poumons, parce qu'on force en fait les poumons à essayer de récupérer de l'oxygène. On pallie à des muscles respiratoires qui seraient déficients. C'est à ça que sert le ventilateur, le respirateur. Mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, eh bien, c'est pas le problème justement dans le cadre du Covid, et donc on va le voir. Alors lui, il trouve que ces patients sont en état d'asphyxie en fait, et qu'on a beau leur donner de l'oxygène, ils ne le prennent pas. C'est comme s'ils ils avaient le mal de l'altitude, le mal des hauteurs si vous voulez, comme si on les bombardait en haut de l'Everest, sans préparation, sans acclimatation, qui se retrouvent en fait en manque d'oxygène. Alors, je sais qu'on a vu passer les vidéos montrant que spécifiquement à 60 GHz, qui est dans la plage 5G envisagée par les autorités, l'oxygène en fait était absorbé et donc on pouvait avoir des problèmes finalement d'assimilation de l'oxygène peut-être par notre hémoglobine, etc. Mais je pense que dans ce contexte-ci, c'est probablement pas ce qui se passe avec le Covid comme on va le voir. Même si ça n'écarte pas le fait qu'évidemment, on ne veut pas de 5G, comme apparemment pas mal d'autres personnes. Et visiblement, des personnes en Angleterre ont commencé à incendier des pylônes 5G. Là, j'ai vu que plus de 54, je crois, pylônes ont déjà flambé en Angleterre. Et à Hong Kong, il commence à y avoir des réactions aussi. Là, c'est plus pour l'aspect vidéosurveillance. Mais effectivement, voilà. Les gens s'étonnent qu'à vouloir imposer des trucs au peuple dont il ne veut pas, le peuple finisse par en avoir marre, évidemment, et par réagir. Il serait peut-être un petit peu temps. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'effectivement, le confinement entraîne aussi certains éléments positifs, c'est-à-dire que les gens réfléchissent, les gens se renseignent, d'où justement, comme on le verra dans notre émission suivante, des tentatives désespérées pour essayer de museler les médias alternatifs et ramener
d'amener tout le monde dans le bon droit chemin des médias classiques et de la pensée unique, quoi. Voilà, donc ça, on y reviendra. Alors, notre médecin urgentiste, Cameron Kyle Seidel, décrivant cette asphyxie des patients et finalement dénonçant l'utilisation des respirateurs comme peut-être pas le plus adapté, peut-être nécessaire quand on n'a rien d'autre, mais pas le plus adapté, eh bien, il est tout à fait en écho avec en fait aussi un autre médecin qui signale en fait un problème de thrombose et d'embolie pulmonaire, si vous voulez. Donc là, c'est le médecin italien Sandro Giannini, médecin apparemment très réputé de Bologne, avec voilà, un parcours très élogieux. C'est décrit donc sur le site de Silvano Trotta, que je vous recommande, qui est très intéressant. Eh bien, il indique qu'effectivement, lui étant visiblement, je crois, cardiologue, eh bien, il est allé dans les services tester la circulation, la microcirculation pulmonaire des patients atteints du Covid. Il a vu qu'en fait, il y avait un problème de circulation, donc l'inflammation avait généré des caillots, si vous voulez, qui empêchaient le sang d'arriver aux fameux capillaires qui irriguent les poumons, et donc le contact, l'échange entre l'oxygène, si vous voulez, le passage de l'oxygène depuis les poumons vers ces micro-capillaires ne se faisait pas bien, et que donc c'est cela qui générait en fait l'asphyxie donc par le Covid. En fait, alors le souci, il est le suivant. En fait, le Covid semble être assez rapidement éliminé de l'organisme, d'autant plus si on donne des antiviraux ou antibiotiques qui ont un impact sur les virus, comme par exemple visiblement ce que recommande le docteur Raoult aussi avec l'azithromycine, hein, mais aussi comme recommande une médecin qui s'appelle le docteur Sabine Pagliard-Franco, ainsi visiblement que le Haut Conseil de la santé publique française quand même, qui recommande d'utiliser une gamme d'antibiotiques qui s'appelle les macrolides en association avec des C3G qui semblent, et éventuellement si on ne supporte pas les macrolides, de la tétracycline au lieu des macrolides, mais qui aurait donc une action, certainement une action antibactérienne pour éviter les infections, les surinfections si vous voulez, et puis qui a certainement une action également antivirale. Donc chez les patients fragiles, les patients à risque, c'est ce que cette docteure a prescrit avec succès. Effectivement, on a une situation d'absence complète d'hospitalisation, et pourtant il avait des patients très fragiles. Voilà, et donc, si vous voulez, soit on limite l'infection virale au tout début, et dans ce cas-là, on aide le corps à réagir. Soit, si on le laisse faire, il semble, et c'est très clair, déjà depuis au moins 2 mois, on sait que les Chinois nous ont dit qu'il y a à peu près 80% des personnes qui sont soit asymptomatiques, soit qui ont des symptômes très modérés, et que dans les derniers 20%, il y aura une certaine portion, peut-être 5%, qui auront besoin d'être particulièrement aidés, peut-être d'être hospitalisés. En tout cas, pas besoin de se précipiter sur un vaccin ou de conditionner la fin d'un confinement à un vaccin, comme ce qu'on est en train d'essayer de nous faire croire, puisque pour 80% de la population, il n'y a aucun problème, et même peut-être 90-95% de la population s'en sortent très bien. Alors, pour les autres, il faut comprendre et savoir comment agit la maladie pour pouvoir agir au mieux. Pour le moment, on montre des patients qui sont sous respirateur, des soignants désespérés parce qu'ils ne les voient pas s'améliorer, mais c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Alors, il faut comprendre une chose, et c'est cette vidéo dont je vous parle en anglais qui m'a vraiment éclairée. Il y a déjà à peu près 1 mois et demi de cela, j'avais fait une vidéo, la première vidéo que j'avais faite sur cette chaîne, qui s'intitulait « Coronavirus, booster son immunité »,
où je vous parlais de ce que le médecin, le neurologue Russell Blaylock avait mis en avant, ce qui est vraiment très connu dans la profession, c'est-à-dire la fameuse cytokine storm. Alors, c'est-à-dire que, en fait, il faut bien comprendre que votre corps, il a plusieurs lignes de défense. La première ligne de défense, c'est en fait que quand vous avez une sorte d'agent étranger qui est potentiellement dangereux pour l'organisme, eh bien, le corps va envoyer, si vous voulez, une alerte à travers des protéines qui s'appellent des cytokines, qui sont libérées en plus grand nombre donc par les cellules environnantes de la zone infectée et qui vont être comme un signal qui attire sur la zone des neutrophiles. Alors ces neutrophiles sont comme des petites bombes à oxygène, si vous voulez. Des petites bombes à oxygène qui vont venir dans la zone en question et qui vont éclater, libérant leur oxygène dans la zone en question et qui vont, par oxydation, tuer les virus qui se trouvent dans leur environnement. Mais du coup, ils laissent des débris et il faut que ces débris soient ensuite nettoyés par exemple, les éboueurs, qu'on pourrait appeler les macrophages, et que se mette en place une deuxième phase de la réaction immunitaire qui va faire intervenir des lymphocytes T, par exemple. Et pour cela, il faut qu'un message soit envoyé depuis la zone attaquée, si vous voulez, vers les nœuds lymphatiques qui, eux, vont générer finalement les cellules qui vont être la deuxième ligne de défense, en particulier les macrophages qui vont venir nettoyer les débris des neutrophiles et les lymphocytes T qui vont être les principaux acteurs de la deuxième vague de l'immunité, si vous voulez, acquise plus à long terme. Et donc, vous avez, qui vont fabriquer des anticorps, etc. Vous allez avoir plein de choses autour. Voilà. Alors, par contre, ce que je veux dire, c'est que si, et comme le Covid, le COV2, le fameux virus qui provoque la maladie du Covid-19, la Covid-19, c'est la maladie, eh bien, ce virus semble être capable de retarder le message, si vous voulez, de transmission entre la première réaction, la première étape de réaction, celle avec les cytokines et les neutrophiles, et la deuxième étape, celle du nettoyage et des lymphocytes T ensuite. Du coup, la première phase, eh bien, se développe un maximum et trop en fait. On ne passe pas assez vite à la deuxième étape. Du coup, on accumule des débris de neutrophiles, en particulier dans les alvéoles pulmonaires. Les fameuses explosions oxydatives qui elles peuvent générer des radicaux libres, elles peuvent attaquer les tissus du corps aussi. Donc, en fait, point trop n'en faut, en fait. Il faut qu'il y en ait un petit peu comme première réaction d'urgence, mais très rapidement, il faut qu'il y ait autre chose qui prenne leur lait. Et là, le souci, si vous voulez, c'est que dans un tout premier temps, chez certaines personnes affaiblies, peut-être aussi, des problèmes alimentaires, des problèmes de carence, c'est ce que le docteur Shiva nous évoque. Alors, docteur Shiva, je vous recommande, mais pour le moment, je n'ai vu que des vidéos de lui en anglais. C'est un gars qui a quatre diplômes du MIT, aux États-Unis, qui est quelqu'un qui a une indien d'origine, qui a un très grand bon sens, d'après ce que je peux voir, et qui a beaucoup étudié donc le système immunitaire. Et donc ce message, si vous voulez, que la zone, si vous voulez, infectée va envoyer ensuite aux nœuds lymphatiques pour leur dire, et s'il vous plaît, activez la deuxième étape, il passe par des molécules qu'on appelle des interférons. Et ces interférons sont visiblement retardés par certaines protéines que le virus fait fabriquer aux cellules. Et donc, ça pose problème, évidemment, puisque le message n'est pas transmis. C'est pour ça aussi que les Cubains, par exemple, ont utilisé aussi des systèmes d'interférons 2B pour essayer d'améliorer la situation. Et apparemment, ça marche assez bien dans beaucoup de cas de maladies, pas que celle-ci. Voilà. Donc, si vous voulez, la situation ici, c'est que c'est pas le virus lui-même qui est dangereux pour plus de 80% de la population, il n'y a aucun problème. Pour 15% en plus, il peut y avoir des symptômes plus méchants, mais quand même gérables. Et pour 5% de la population, en particulier les personnes qui vont avoir une immunité compromise par des carences en vitamine A, vitamine C, vitamine D liées au soleil, qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui, mais bon. Vitamine A, donc on trouve dans les végétaux verts, également tout ce qui est les carottes,
les patates douces, plus dur à se procurer en ce moment, melon, papaye, etc. Mais donc effectivement, les légumes oranges, si vous voulez, hein, les fruits oranges aussi. Vous trouvez effectivement dans la vitamine A un allié puissant aussi que je n'avais pas mentionné jusque-là, qui est très bien pour essayer de consolider, on pourrait dire, les murs, entre guillemets, de vos cellules pour résister au virus. Alors, je tiens à préciser une chose qui était vraiment, à mon avis, cruciale, c'est que, comme le disait le docteur Shiva, en fait, nous sommes des sacs de bactéries et des sacs de virus. En fait, si on peut donner un ordre d'idée un peu, on aurait environ 6 trillions de cellules, donc 6 000 milliards de cellules, mais il y aurait en nous, un organisme habituel à peu près, autour de 60 000 milliards de bactéries et autour de 400 000 milliards de virus. Donc nous vivons de façon générale en harmonie, en équilibre avec une flore intérieure qui, n'en déplaise à Pasteur, n'est pas notre ennemi pour une bonne partie et qui en fait, quand notre système immunitaire fonctionne et que notre corps n'est pas carencé, n'est pas encrassé par des tas de toxiques dans l'eau, dans l'air, dans la nourriture, dans les médicaments qui des fois ont des effets secondaires pour certains, dans un certain nombre de toxines, de métaux lourds, etc., de problèmes dentaires, d'adjuvants vaccinaux pour certains, etc., eh bien, quand on n'a pas des choses qui nous plombent, notre système est parfaitement capable de gérer toute cette faune, c'est ce microbiote, on pourrait dire, qui est intérieur, qui n'est pas que dans l'intestin, qui est un peu partout, et donc cet équilibre se fait. Donc il faut arrêter, je pense, cette psychose de la barrière et cette illusion aussi de dire qu'on va pouvoir, avec des masques de papier, avec une distanciation, alors que le virus, là, il parcourt des mètres et des mètres. Il est aérosolisé, donc il peut aller dans des micro gouttelettes. C'est pas juste des gros postillons. Et ça, je veux dire, nos autorités le savaient même quand elles ont demandé aux gens d'aller voter pour les municipales au premier tour. Donc, toutes ces histoires de est-ce qu'on va pouvoir reprendre le 11 parce que c'est pas sûr que, et les enfants, on pourra pas leur dire, par exemple, à l'école de rester à 1 mètre les uns des autres, etc. Il faut arrêter cette psychose. Pourquoi on n'entend pas les médias expliquer aux gens comment booster leur immunité, puisque au moins 80 à 90% de la population pourrait tout à fait être dehors maintenant si elle avait eu des conseils pour booster son immunité. Et rappelons-le, le confinement qui empêche, en particulier à Paris, les gens de sortir dans la journée et de synthétiser leur vitamine D, par exemple, au soleil, est quasiment criminel sur ce point, parce que là, vous êtes sûr d'affaiblir les gens. En plus de causer tous les problèmes qu'on a déjà cités, vous avez déjà vu ça beaucoup, les gens qui deviennent un petit peu ronchons en famille avec les violences familiales qui augmentent, les suicides, les baisses de morale, etc. Rappelons quand même que la vitamine D associée au soleil, fabriquée, synthétisée grâce au soleil pour nous, elle est très très importante pour notre humeur, pour notre dynamisme, en plus de notre résistance au niveau immunitaire. Donc voilà. Alors, rappelons-le, tout ce qui peut être une source d'inflammation va faciliter, si vous voulez, l'hyperréactivité du système immunitaire et son déséquilibre. Donc cette fameuse transmission qui ne se fait pas entre l'étape 1 et l'étape 2, dont je vous parlais tout à l'heure, elle est d'autant plus facilitée chez les personnes qui ont déjà ce qu'on appelle des comorbidités, mais en fait ce qu'on appelle finalement des sources d'inflammation autres qui peuvent être causées par toute une série d'affections diverses et variées. Donc les gens qui vont avoir du diabète, de l'hypertension, des problèmes cardiaques, n'importe quelle carence aussi, va faire que peut-être pour certains, vous avez des inflammations sans vous en rendre compte et votre système immunitaire est déjà un peu débordé. Ce qui fait que il ne fonctionne pas, on va dire, à plein régime quand il y a un autre agent qui peut peut-être le déséquilibrer. Et du coup, avec ce qu'il a comme première vague de réponse, les cytokines et les neutrophiles, il essaye de
faire le maximum, mais il en fait trop. Il en fait trop et vous avez du coup un encrassement qui se traduit par un problème respiratoire au niveau des alvéoles. Alors il faudrait, je ne sais pas, empêcher, il faut traiter plus tôt. En préventif, booster son immunité et dès les premiers symptômes, chez les personnes fragiles, limiter la réaction immunitaire. On a dit de ne pas utiliser d'anti-inflammatoires, etc. Mais le problème, c'est que au-delà d'un certain stade, ces anti-inflammatoires sont nécessaires parce que vous avez au contraire déjà généré des gros problèmes, de gros problèmes, si vous voulez, au niveau de l'encrassement de la zone. Parce que vous avez, par exemple, tous les débris des neutrophiles qui s'accumulent dans les alvéoles. Alors, vous pouvez toujours pomper de l'oxygène avec les respirateurs. Vous n'avez pas la possibilité vraiment d'irriguer le sang. Et de la même manière, si vous avez l'inflammation qui a généré des thromboses, des petites embolies pulmonaires, si vous voulez, au niveau des vaisseaux capillaires, des poumons, vous ne pourrez pas non plus, même si vous y injectez tout l'oxygène que vous pouvez, eh bien, vous ne pourrez pas redresser la barre. Voilà. Donc, il faut anticiper cela et allez savoir, je ne sais pas s'il est possible de pomper dans les poumons, de pomper, on va dire, si on a déjà malheureusement un encrassement important. Il faudrait voir si au niveau médical, il y a moyen de nettoyer les poumons, à la fois du plasma qui est arrivé en trop grande quantité, puisque les cytokines, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo Booster son immunité, les cytokines entraînent une porosité des vaisseaux sanguins, ce qui fait que vous avez en fait une accumulation de liquide, de plasma dans les alvéoles pulmonaires. Donc ça aussi, ça fait barrière. Et donc, il faudrait voir si on l'a d'un certain stade, ça n'est pas vraiment les respirateurs qui sont utiles, mais la possibilité de limiter la surréaction, peut-être par des anti-inflammatoires, mais également aussi de pouvoir éclaircir, dégager les poumons pour que la respiration se fasse mieux et peut-être donner des anticoagulants à un certain nombre de personnes fragiles pour s'assurer que les mini-thromboses qui ont été générées par l'inflammation soient éliminées. Voilà. Alors, ceci, ainsi que des traitements comme l'ozonothérapie ou des traitements comme l'injection de vitamine C en grande quantité, qui n'est pas du tout toxique, aux quantités qu'on utilise pour les injections, qui apparemment est une méthode utilisée en Allemagne, qui a été utilisée en Chine aussi, et bien chez nous c'est interdit. Donc on est dans une situation en fait où tout est fait pour dire qu'on n'a pas les moyens de traiter et que donc on est obligé de continuer cette méthode médiévale de confinement qui précipite notre économie à sa perte. Et quand je dis notre économie, c'est la vie des gens qui est en jeu parce que c'est leur gagne-pain et c'est pour beaucoup peut-être d'énormes problèmes pour l'avenir, du désespoir, allez savoir. Donc dans tous les cas, l'économie, c'est pas juste quelque chose de lointain, c'est quelque chose qui va nous toucher au quotidien. En plus du fait qu'on a renfloué là encore les banques et les grosses corporations en rajoutant, on va dire, à la dette du petit peuple. Voilà. Ça, on en reparlera une autre fois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a des traitements. On voit par exemple que l'hydroxychloroquine, donc avec l'azithromycine, a montré d'excellents résultats quand elle est donnée en amont, au début des symptômes, comme l'a montré le professeur Raoult. Alors, rappelons que dans sa dernière vidéo, l'épidémie régresse à Marseille, il donne quelques chiffres. Donc, on voit qu'ils ont testé 32 000 personnes différentes. Ils ont soigné 2600 personnes à peu près, 2600 personnes, ça commence à faire pas mal. C'est selon lui la plus grande cohorte pour un seul centre au niveau mondial. Et ils ont évidemment obtenu d'excellents résultats. Ils n'ont pas eu de problème particulier puisqu'ils ont écarté les quelques personnes qui pourraient y avoir des problèmes cardiaques de ce traitement. Et donc, ils ont eu sur les personnes qu'ils ont traitées un taux de mortalité de 0,4% qui est extrêmement faible et beaucoup plus faible que beaucoup d'autres pays. Je rappelle que des statistiques qui ont été envoyées justement sur le site de Silvano, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont datées du 13 avril et qui donnent, si vous voulez, un ratio de nombre de morts, par exemple, pour 1000 patients traités. Au niveau français, vous avez 109 morts pour 1000 patients traités.
et vous avez 4 morts à Marseille. D'accord? Donc dans le monde, c'est une moyenne de 62 morts pour 1000 personnes. Et en Allemagne, c'est 25 morts pour 1000 personnes. Donc déjà, vous voyez que les choses sont très différentes. De toute façon, on y reviendra dans la vidéo sur les chiffres. Tout cela, au niveau des chiffres, je ne parle pas de ceux du professeur Raoult, parce que lui, ces chiffres, ils sont faits sur la base de tests clairs. Mais pour les autres, quand on dit qu'on est mort du Covid, généralement, c'est juste qu'on est mort avec le Covid et qu'on pouvait généralement avoir beaucoup, beaucoup de comorbidités. Donc on peut être mort de cancer en phase terminale, mais si on avait le Covid, qui de toute façon est très contagieux, donc tout le monde l'a ou presque, ou tout le monde va l'avoir ou presque, eh bien, on est déclaré comme étant mort du Covid. On y reviendra. Mais même si on se fie à ces chiffres-là, on voit bien que le taux de mortalité réel, quand il est bien traité du Covid, est extrêmement faible. Voilà. Donc, évidemment, les études qui ont été lancées en France, on ne sera pas dupe des résultats, hein. Le Figaro vient de titrer, là, le 19 avril dernier, d'une vidéo, enfin d'un titre, pardon, d'un article qui parle de chloroquine, des résultats décevants. Voilà. Qui est surpris, étant donné qu'ils ont organisé l'étude, pas du tout selon le protocole du docteur Raoult, mais en utilisant l'hydroxychloroquine seule, pas associée à l'azithromycine, et en utilisant à contretemps que sur des patients en fin de cycle, en fin d'infection et qui n'avaient donc plus de charge virale à éliminer, et qui étaient peut-être des fois déjà très très avancés au niveau voilà, des problèmes et donc du pronostic vital, comment est-ce qu'on pouvait espérer de bons résultats? On ne pouvait pas, et tout était fait, c'est très clair, bien maintenant tout le monde l'a vu, pour faire échouer cette étude. Donc c'était chronique voilà, d'une déception avancée, comme on pourrait dire au niveau de l'article du Figaro qui indique des résultats décevants pour 8 des 100 études, soi-disant, qui seraient lancées sur l'hydroxychloroquine un peu partout dans le monde. Bon, je crois que ça ne va pas prendre cette histoire parce que même si on va dire le complexe voilà, pharmaco-médiatique est très puissant, je pense qu'il y a eu suffisamment de pays qui ont testé l'hydroxychloroquine avec beaucoup de succès et qui se riront de ces études très visiblement pipées. Voilà. Donc voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, bon, vous avez effectivement le fait que l'hydroxychloroquine, je vous en ai parlé déjà un petit peu, elle est utilisée pour traiter les patients, disons, atteints de lupus. Alors, on sait qu'elle est donnée en préventif, on peut dire, pour la malaria quand les personnes voyagent à l'étranger. On sait qu'elle était en vente libre pendant au moins 30 ans avant que Madame Buzyn, juste au début de cette épidémie, juste au moment où elle alertait le gouvernement sur l'arrivée du virus en France potentiellement, en tout cas du danger que ça pouvait représenter vu ce qui se passait à Wuhan. Juste à ce moment-là, eh bien, on a décidé de interdire la vente libre de ce produit qui jusqu'ici était extrêmement voilà, utilisé, vendu un peu partout dans le monde, des milliards de doses, hein, sur 30 et plus. Certains parlent de 70 ans d'existence. Donc vous voyez, on est vraiment dans une circonstance où les effets secondaires bien, sont une très bonne excuse pour empêcher finalement qu'on utilise ce médicament simple et peu coûteux. Alors, tout cela déjà paraissait très gros, mais c'est encore plus gros quand on regarde à quoi finalement est utilisée l'hydroxychloroquine pour les personnes qui sont atteintes de lupus. Parce qu'on nous l'a dit, je n'avais pas regardé ça de près, mais quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est incroyable. Parce que finalement, les personnes atteintes de lupus, ce sont des personnes qui ont un système immunitaire, comme je vous disais tout à l'heure, qui a un fonctionnement dégradé et qui va attaquer son propre organisme. C'est une maladie auto-immune, si vous voulez, qui est vraiment liée à un problème de régulation donc du système immunitaire. La régulation donc de cette fameuse étape, vous savez, du passage entre la phase 1, cytokine neutrophile, et la phase 2 ensuite, donc de réaction. En fait, ce qui se passe ici, c'est que l'hydroxychloroquine est utilisée chez ces patients en élément régulier parce qu'elle va permettre justement d'éviter une surréaction
du système immunitaire qui est nocive pour l'organisme. Donc, ça veut dire que nos autorités sanitaires, sachant cela, savent parfaitement le mode d'application, le mode d'action du virus, savent parfaitement qu'en fait, il est tout à fait soignable par des éléments qui vont permettre de réguler le système immunitaire, puisque pour la très grande majorité de la population, il n'a pas de problème. 80-90% des gens vont avoir zéro ou très peu de symptômes. Quelques personnes pourraient en avoir, des personnes que l'on aide avec un régulateur du système immunitaire, comme l'hydroxychloroquine, ou avec des antibactériens et antiviraux comme les antibiotiques, qui vont permettre, si c'est pris au tout début, de limiter la charge virale, donc de limiter la synthèse de ces protéines, comme je vous disais, qui empêchent l'activation de la phase 2 du système immunitaire, qui vont aussi comme ils sont antibactériens, éviter les surinfections et qui vont donc visiblement générer, comme on le voit avec le docteur Franco, une amélioration extrêmement rapide des patients. Et c'est ce que constate aussi le docteur Raoult avec le combiné hydroxychloroquine et azithromycine. Donc, sachant cela, en fait, on voit très bien qu'il y a une volonté délibérée, je crois que tout le monde l'a compris, maintenant tout le monde l'a vu, une volonté délibérée pour maintenir le confinement, et on parlera des pourquoi dans la troisième émission, mais pour maintenir le confinement, pour le rallonger, eh bien, on fait ce qu'il faut pour organiser un faux débat autour d'une méthode de gestion de cette crise qui ne serait basée que sur les barrières, les masques, l'éloignement, le confinement, les gels hydroalcooliques, tout ça pour détruire, empêcher le virus d'arriver jusqu'à nous, alors que nous sommes parfaitement capables, si nous avons un système immunitaire à peu près renforcé, ce qui est le cas pour beaucoup de Français quand même. Aux États-Unis, c'est peut-être plus compromis, vu leur état de santé général. Mais chez nous, en tout cas, notre nutrition est encore quand même assez bonne. On a quand même beaucoup de personnes qui sont capables tout à fait de réagir correctement à ce virus. Et comme vous le verrez dans la vidéo numéro 2, les chiffres sont très parlants. On a moins de morts qu'en 2018. Quoi. Sur janvier, février, mars, on a moins de morts qu'en 2018. On n'a pas de pic épidémique. On a compté énormément de morts qui étaient dues à autre chose dans les chiffres du Covid. Donc finalement, voilà, on a déshabillé Paul pour habiller Jacques et puis on a toujours les mêmes nombres. Quoi. Il n'y a pas d'épidémie réelle en termes de nombre qui ferait une telle différence qu'on soit obligé vraiment d'être dans ce confinement. Donc, vous l'avez bien compris, la situation actuelle est que tout est fait pour orienter le débat vers quelque chose qui est, on va dire, sans intérêt, c'est-à-dire les masques, les respirateurs qui finalement ne sont pas très utiles, les gels hydroalcooliques, etc. Et toutes les choses qui sont dans la notion de barrière plutôt que dans la notion de renforcer le système immunitaire. Barrière et vaccin, vous l'aurez compris, on en parlera dans notre troisième émission. Alors, ce qui est très clair ici, c'est que si l'idée c'est d'éviter que les gens puissent se soigner facilement, ça met aussi en cause un petit peu l'OMS. Parce que, vous le savez, l'OMS a dénigré l'hydroxychloroquine. Ils ont mis en garde contre l'utilisation de médicaments non testés, etc. Ça, c'était au moment où on parlait d'hydroxychloroquine. Il y a eu une vague une vague médiatique, si vous voulez, qui s'est déchaînée autour de l'hydroxychloroquine, y compris outre-Atlantique. Hein. Alors, par exemple, au Québec, Le Soleil, le journal Le Soleil, chloroquine pour le Covid-19, des ordonnances inappropriées et non indiquées. Vous aviez eu un cas d'un homme, ça s'est rapporté par CNN aux États-Unis, un homme qui avait pris de la chloroquine et qui en était mort. Sauf qu'ils ont titré cela, c'était tout à fait anxiogène. Mais en fait, il s'est avéré que le gars, il avait pris en fait une cuillerée à soupe de poudre
de chloroquine utilisée, mais c'est pas de la chloroquine médicamenteuse, c'était de la chloroquine utilisée pour nettoyer les aquariums pour les poissons. Donc évidemment les médias au départ avaient chanté cette partie-là et n'avaient juste dit qu'il était mort après la chloroquine. Voilà. Alors par exemple, le New York Post du 20 mars parlait de la chloroquine, le médicament de la chloroquine comme médicament potentiel pour le coronavirus et qui est donc un médicament anti-malaria, peut être létal pour les enfants. Donc vous voyez le genre, on affole le monde. Et puis, sachant quand même qu'on l'utilise donc depuis des décennies, hein, je répète, en vente libre, etc., à des milliards de doses. Donc c'est assez délirant. Vanity Fair réagit au fait que Trump, qui a mis les pieds dans le plat comme à son habitude, mais là de façon très utile, quand il a mis en avant justement l'hydroxychloroquine, eh bien ça a fait réagir et on a essayé de dire que c'était très dangereux, que du coup il ne fallait pas s'automédiquer, ce qui est vrai, il ne faut pas s'automédiquer, mais ici c'était avec un autre agenda en tête évidemment. Alors vous avez par exemple Vanity Fair qui titre, je vous traduis, les experts disent que le fait que Trump vante le médicament soi-disant qui changerait la donne contre le coronavirus, mais qui est non testé, cette déclaration, on va dire, déclaration de Trump, sont dangereuses. Voilà. Voilà, bon, vous en avez tout plein, des comme ça. Évidemment et heureusement, ça n'a pas empêché les médecins, plus ou moins discrètement, et les pays, plus ou moins discrètement aussi, de récupérer des stocks de chloroquine, de les utiliser. Et donc finalement, c'est le bon sens pratico-pratique qui a gagné. Et je pense que là, c'est ce qui va se passer aussi, puisque là, on le voit à Marseille, rappelons, la cohorte de tests du professeur Raoult, quand même, 2600 personnes traitées, c'est presque autant à lui seul, enfin, avec son équipe, que tout le programme Discovery européen dans plein de centres différents. Donc, et lui, il a quelque chose d'extrêmement clair au niveau des chiffres qu'il peut donner, des comparatifs, etc. Donc, soyons très clairs, le bon sens prévaudra, je pense. Voilà. Alors, ce qui est quand même étonnant, je répète, c'est l'attitude de l'OMS. Alors, je voudrais éclairer certains éléments sur l'OMS. Voilà. D'abord, l'OMS a fait monter les actions du laboratoire Gilead, donc l'entreprise Gilead, Gilead, que beaucoup de Français prononcent Gilead, qui a découvert, fabriqué un antiviral qui s'appelle le Remdesivir. Alors le Remdesivir, d'après le professeur Raoult, d'après sa dernière vidéo dont je vous parlais, c'est-à-dire celle qui dit recul de l'épidémie à Marseille, eh bien le Remdesivir serait un antiviral avec beaucoup d'effets secondaires et qui serait visiblement peu efficace puisqu'il a tellement d'effets secondaires, on est obligé de le donner qu'à des patients pour qui il n'y a plus vraiment d'autres options possibles, parce que sinon on risque de gâcher la santé, on pourrait dire, de personnes qui sont a priori assez bien portantes et qui risquent de se remettre sans ça, sans avoir ces effets secondaires. Et donc à ce stade-là, il est plus tellement utile cet antiviral, évidemment, puisque à ce stade-là, c'est plus le virus qui fait des dégâts, il n'est plus là, il a été détruit par le corps. Ce qui fait des dégâts, c'est la surréaction immunitaire du corps qui est en train de s'auto-endommager et qu'il faut arrêter donc, ou prévenir. Donc ça c'est déjà très clair. Alors moi je voudrais quand même dire une chose, c'est que le propriétaire finalement, derrière tous ces écrans de fumée, le propriétaire de la société Gilead, le financier en fait qui est derrière tout ça, c'est George Soros, que certains connaîtront bien. Et il faut savoir que George Soros est également impliqué dans une sorte de système d'achat de médicaments, si vous voulez. Alors, ce n'est pas tout à fait un achat de médicaments, c'est un transfert de brevets pour la construction, la fabrication de médicaments génériques. Ça s'appelle United. Donc, United, c'est un système, si vous voulez, qui va permettre à des entreprises pharmaceutiques de transférer leurs brevets, une partie, on peut dire, de droits sur leurs brevets, à des entreprises locales qui vont fabriquer des médicaments génériques moins chers. Et ça, c'est destiné aux pays africains, en particulier, pays à faible revenu. Voilà. Donc, ça paraît être très philanthropique et tout ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a fait rentrer la Chine
dans ce pool de pays africains. Il n'y a pas vraiment grand-chose à voir, hein. Les pays évidemment occidentaux, théoriquement un peu plus riches, en sont exclus. Eux, ils doivent payer les droits, si vous voulez, sur chaque molécule. Sur chaque molécule, vous avez un brevet qui a été déposé. Et donc, à chaque fois que vous achetez une boîte, il y a une partie qui va être reversée au découvreur et du médicament, et donc au propriétaire, si vous voulez, du brevet. Et donc, eh bien, on considère que ces pays pauvres pourraient avoir accès finalement aux mêmes molécules, mais payer moins cher que nos systèmes de santé à nous, qui ensuite se répercutent sur nos impôts, voilà, ou sur nos prélèvements. Ce qui veut dire que la société Gilead c'est un petit peu, enfin c'est un petit peu au cœur d'un scandale, un petit peu. J'ai essayé de démêler les fils. Je vous mettrai le lien si vous voulez vers l'article en question, mais qui est en anglais. En fait, United est financée également par, toujours les mêmes, hein, la fondation Bill and Melinda Gates et puis la Clinton Health Access Initiative. Voilà, donc la fondation Clinton pour l'initiative, on va dire, initiative Clinton pour l'accès à la santé. Bon, voilà. Donc on retrouve toujours les mêmes, hein. Et l'idée générale ici, c'est qu'en fait, donc vous avez une épidémie qui se développe en Chine. La Chine va finalement passer un accord avec Gilead et va récupérer les brevets. Donc c'est à elle qu'on va payer les droits, si vous voulez, sur les médicaments en question. Mais Gilead va être le principal distributeur, si vous voulez, de ce médicament. Donc, quand l'OMS met en avant un médicament qui, a priori, quand même, est beaucoup moins efficace et beaucoup plus dangereux que l'hydroxychloroquine, et que ça fait monter les actions du groupe qui est donc financé et récupéré quelque part, contrôlé par Soros, que ce lien avec la Bill and Melinda Gates Foundation et la Clinton Health Access Initiative va permettre à la Chine, qui commence dès maintenant à fabriquer en masse par la société Biogen ce médicament que l'on trouve peu efficace, et qui va pouvoir le faire en payant des droits, si vous voulez, beaucoup moins chers, parce qu'on l'a ajouté, allez savoir pourquoi, à un pool de pays africains, comme si la Chine n'avait pas trop les moyens. Bon, voilà, je pense que la Chine a beaucoup de trésorerie mondiale. Pardon. Donc elle est effectivement tout à fait à même de financer les médicaments plus chers, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de deal qui a été passé. Voilà. Et tout ça avec l'OMS au centre. Alors, c'est un peu bizarre parce que, bon, vous savez là que Trump a décidé de ne plus financer l'OMS. On va revenir sur le financement de l'OMS. A priori parce que l'OMS n'a pas été honnête, transparente, suite à sa visite en Chine, et qu'elle a donc continué à en fait soutenir la version chinoise des chiffres du nombre de morts, etc., qui était évidemment très grossièrement sous-évalué. C'est ce que je vous ai dit là-bas. Je vous avais parlé aussi de ce virus qui semblait être plus actif chez les personnes d'Asie de l'Est, qui auraient visiblement dans leurs poumons 5 fois plus de récepteurs ACE2 que les Blancs, ou même les Africains, qui en auraient même encore moins que nous, et qui sont donc peut-être encore moins susceptibles de l'attraper, je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, c'était ce qui était comme premiers éléments, et en tout cas, on peut dire que très visiblement, l'épidémie a été beaucoup plus forte là-bas, avec toutes les vidéos citoyennes qui ont filtré, qui montraient quand même beaucoup de corps, beaucoup de dégâts, beaucoup de... Voilà. Et chez nous, eh bien, c'est vraiment très loin d'être le cas, mais même si on essaye de nous faire croire le contraire. Voilà, voir ma deuxième vidéo donc sur les chiffres gonflés qui suit juste après celle-là. Voilà. Alors, l'OMS est aussi montrée du doigt parce qu'elle a également donc insisté pour qu'on maintienne les frontières ouvertes. Ils avaient dit que ce serait une stigmatisation inutile vis-à-vis de la Chine que de fermer les frontières au début, quand ça aurait peut-être pu avoir un impact sur l'endiguement de la maladie. Rappelons que Trump, qui a fermé les frontières assez tôt, s'est vu traité de tous les noms de raciste et de tout ça pour l'avoir fait. Nous ne l'avons pas fait.
fait, nous avons laissé tout ouvert, nous avons laissé tout ouvert avec l'Italie, on a décidé de les fermer quand tout était déjà joué et que tout le monde était déjà confiné. C'est assez étonnant, hein, presque pour nous empêcher de sortir plutôt que d'empêcher le virus de rentrer. L'OMS est donc également pointé du doigt pour avoir exagéré les chiffres de mortalité du virus. D'accord, vous le savez que donc l'OMS a mis en avant un chiffre de 3,5% de mortalité, ce qui est quand même très important, puisque pour la grippe, on est entre 0,5 et 1% au maximum, ce qui déjà est très important. Mais en fait, tout dépend de la base sur laquelle on compte. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas en compte toutes les personnes asymptomatiques qui représentent visiblement dans ce contexte, et on le sait, je vous le dis déjà depuis 2 ou 3 mois, parce que les Chinois nous l'avaient déjà dit par une étude à l'époque, début février à peu près, que les chiffres montraient qu'il y avait à peu près 80% de personnes asymptomatiques ou à symptômes légers. Donc si vous ne prenez pas en compte ce nombre de personnes-là, et que vous ne regardez les taux de mortalité que sur le plus petit groupe de personnes qui se trouvent être les plus atteintes, qui se trouvent être celles, par exemple, qui sont hospitalisées, qui se trouvent être les seules qui sont, par exemple, testées, parce que tous les autres, on ne les teste pas, eh bien, vous avez finalement un ratio de mortalité qui est bien supérieur à celui que vous auriez eu si vous aviez pris, de façon plus honnête, l'ensemble de la population. Voilà, donc ça c'est ce qu'on met en avant, c'est qu'effectivement il n'a pas été très honnête de la part de l'OMS de gonfler ces chiffres-là. Vous savez également que en Angleterre par exemple, Boris Johnson ne voulait pas fermer l'économie, ne voulait pas mettre tout le monde en quarantaine. Vous savez que la Suède ne l'a pas fait, que la Suède d'ailleurs s'en porte plutôt bien, ils ont moins de problèmes, même moins de dégâts visiblement que en Angleterre en ce qui concerne, je ne parle même pas de leur économie, je parle juste du nombre de morts. On verra dans la prochaine émission l'idée en fait que, il semble, les pays qui appliquent le confinement ont l'air d'avoir plus de mortalité que les autres. On verra pourquoi. Voilà. Ce n'est pas une question de contagion. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, cette notion de confinement à tout crin, elle a été promue par des modèles mathématiques qui ont été mis en avant, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Angleterre, par exemple, où on a présenté à ces deux présidents, Boris Johnson et Donald Trump, qui étaient réticents à l'idée de fermer leur pays en raison des conséquences économiques. On leur a présenté des scénarios apocalyptiques, catastrophistes, etc., qui disaient qu'il fallait absolument qu'ils ferment le pays parce que sinon, ils allaient avoir bien d'énormes conséquences, des nombres de morts très importants, etc. Vous avez le Imperial College à Londres, qui visiblement est spécialisé dans les modèles un peu de ce genre, qui a donné d'abord un modèle très catastrophiste, qui annonçait énormément de morts à Boris Johnson, qui a donc décidé de fermer le pays. Et puis, bien savez-vous, juste après, le principal représentant du Imperial College qui avait fait cette étude lui a dit « Ah non, non, finalement, ça risque d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. » Sauf que, voilà, le confinement était déjà décidé, déjà lancé, et on n'est pas revenu en arrière. Voilà. De la même manière, aux États-Unis, le responsable, on va dire, de la politique de gestion de l'épidémie aux États-Unis, le docteur Fauci, est revenu lui aussi complètement sur les prévisions très alarmistes qui avaient été données à Donald Trump au début. Et maintenant, les nombres qu'ils annoncent ressemblent à 40 000, 50 000 morts, ce qui en fait est le classique pour les épidémies de grippe aux États-Unis. Voilà, donc un truc qui ne justifierait pas du tout le confinement. Voilà, donc on y reviendra à la prochaine vidéo. Je voudrais aussi revenir sur la personnalité controversée du directeur de l'OMS, qui en fait n'est pas un médecin, qui a été, c'est l'Éthiopien Tedros Adhanom. Il a d'après Le Monde, un article du Monde du 24 mai 2017, je vous cite le titre « À la tête de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom, un parcours brillant et un personnage controversé ». On nous dit « Celui qui fut ministre de la Santé puis chef de la diplomatie éthiopienne est loin de faire l'unanimité. Il aurait notamment passé sous silence 3 épidémies de choléra ». Donc la transparence ne semble pas être le fort de notre directeur de l'OMS et visiblement ça se traduit par plusieurs choses. Voilà. Alors on est bien d'accord que le financement de l'OMS va peut-être être une
explication, ou au moins une indication des politiques qui sont développées et de ce qu'ils prônent. Je rappelle qu'actuellement, et au moment où notre président nous a annoncé qu'on allait avoir encore 3 semaines, un mois de confinement, eh bien, c'était le moment où se déchaînaient tous les contre-feux pour essayer d'éviter que les peuples obtiennent le déconfinement. Vous aviez à la fois l'OMS qui indiquait qu'il ne vaudrait mieux pas déconfiner trop vite et qu'il vaudrait mieux déconfiner une fois qu'on aura un vaccin. Idem pour Trudeau au Canada, le Premier ministre du Canada. Idem pour notre présidente de l'Union européenne qui s'est fendue d'une interview et qui est sortie le dimanche, juste la veille de l'intervention d'Emmanuel Macron, pour dire voilà, non, pas de déconfinement sans vaccin pour les personnes âgées. Voilà, Trudeau, lui, c'est pas de déconfinement sans vaccin pour tout le monde, déjà, ça c'est clair. Donc vous voyez le discours, et vous voyez, ça devient tellement évident, tellement grosse ficelle, on y reviendra après, pour la 3e émission sur la vaccine connection, on va dire, en rapport avec le coronavirus. Je sais bien qu'actuellement, on est en train de vous allumer tout un tas de contre-feux en disant, en encensant Bill Gates et en tapant sur, soi-disant, les théoriciens du complot qui mettent en avant ce qui se passerait. Alors, on cite uniquement le fait qu'il aurait annoncé dans diverses conférences et autres allocutions au cours des années antérieures, le fait qu'on risquait d'avoir une épidémie. Évidemment que ça ne suffirait pas à justifier tout ce qui est dit sur Bill Gates par rapport à ces programmes vaccinaux mondiaux qui ne seraient peut-être pas nécessairement en notre faveur. Ça, évidemment, c'est très léger et c'est bien pour ça que les médias ne vous citent que ça. Mais Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres squelettes dans le placard, comme on dit en anglais. Et donc, je vous en parlerai dans la 3e émission. En tout cas, quand vous voyez qu'au niveau médiatique, tout le monde va dans la même direction, on vous dit toujours la même chose, tous les médias semblent parler d'une seule voix, dites-vous que c'est téléguidé et cherchez ailleurs. Ou alors, au contraire, dites-vous qu'il y a quelque chose qui les dérange et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Voilà. On en reparlera très vite. Voilà. Alors, le financement, donc trésorier de l'OMS, et si je vous parle de Bill Gates, c'est pas pour rien, c'est que dans les années 70, en fait, 80% des financements provenaient des États. Mais maintenant, c'est 80% de financement privé, parce que le budget de l'OMS a triplé depuis 1990. Et dans les plus gros donataires, évidemment, on a qui? On a Bill Gates. Voilà. Alors, lui, il est représenté 3 fois finalement dans les plus gros donataires. Alors, vous avez un article de rts.ch, donc en Suisse, du 30 mai 2017, qui nous parle du financement de l'OMS par exemple en 2016, puisque là c'était en 2017 l'article. Alors le titre c'est Les généreux donateurs de l'OMS orientent-ils sa politique? Voilà, un article intéressant que je vous recommande. Alors en fait il parle en francs suisses, donc il nous dit les États-Unis en 2016 ont donné plus de 310 millions de francs suisses. La fondation Bill and Melinda Gates 280 millions, ils sont en numéro 2. Donc c'est juste après, si vous voulez, hein, d'accord? Donc presque autant que les États-Unis. Puis la Grande-Bretagne, 140 millions de francs suisses. Et en 4e position se trouve Gavi, l'alliance Gavi. Alors c'est une alliance globale financée par la Bill and Melinda Gates Foundation. Donc finalement, c'est toujours Bill Gates, mais de façon détournée. Et qui est une fondation, évidemment, de promotion des vaccins, en particulier dans les pays en voie de développement. Ensuite, vous avez 50 millions de francs suisses avec le Japon, le National Philanthropic Trust et le Rotary International qui lui aussi est financé en grosse partie par la Bill and Melinda Gates Foundation. Donc vous retrouvez dans les principaux donataires de l'OMS Bill Gates pour une très très grosse somme d'argent et visiblement la pandémie donc déclarée par l'OMS là pour le Covid aurait été déclarée au lendemain d'une généreuse donation supplémentaire de 50 millions de dollars de la part de la Bill and Melinda Gates Foundation. Donc, on y reviendra, il y a peut-être un agenda derrière tout ça. Voilà. Alors, on va faire un petit flashback très rapide. Je détaillerai un peu plus justement dans le cadre de cette 3e émission sur les vaccins et sur Bill Gates et l'agenda caché ou plus très caché qu'il pourrait y avoir derrière tout ça. Je voudrais revenir sur la fameuse pandémie, soi-disant pandémie de H1N1 qui a eu lieu en 2009. D'accord. Je vous invite à écouter la très intéressante interview de Teresa Forcades. Alors, Teresa Forcades,
Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. C'est une espagnole, c'est une bonne sœur, figurez-vous. Elle est bénédictine, ancienne médecin en fait, spécialisée en santé publique de l'université de Barcelone. Elle a étudié aussi à Harvard. Enfin bon, c'est quelqu'un de visiblement très intègre, très clair et de très bien intentionné, qui donc est au monastère de San Benet à Montserrat, dans la province de Barcelone. Et il y a donc un lien que je vous mettrai vers une vidéo très intéressante de sa part. Alors, c'est en espagnol, c'est sous-titré en anglais. Si on peut trouver des personnes pour traduire, voilà, pour écrire la traduction, moi je veux bien la faire. Je peux la faire oralement, voilà, s'il y a des volontaires, pour la taper ensuite, pour qu'on la mette en sous-titre. Voilà, en tout cas, voilà ce qu'elle nous raconte. Elle nous raconte plusieurs choses très intéressantes. Déjà, elle nous dit que le virus H1N1, il existait. C'est le même virus, en fait. C'était une souche différente, mais c'était le même virus que pour la grippe de 1918, figurez-vous, la fameuse soi-disant grippe espagnole, qui aurait disparu autour de 1957, mais qui aurait été resynthétisée autour de 1977 dans un laboratoire. Voilà, donc on aurait récupéré, si vous voulez, le virus sur, soi-disant, le corps d'une Inuit enterrée, conservé dans la glace, etc. Et on aurait récupéré ce truc-là, et ça serait à nouveau réapparu, ça aurait à nouveau fait partie du pool annuel de souches, si vous voulez, qui circulaient. Voilà. Et puis tout d'un coup, donc déjà, l'idée d'avoir un truc qui disparaît, et puis il y a un laboratoire très gentiment qui l'a réintroduit, bon, voilà. Et puis, effectivement, cette souche, elle aurait muté autour donc de 2009, et là, on se serait retrouvé avec quelque chose qui aurait déclenché une pandémie affreuse, etc. Alors, je voudrais relativiser complètement les chiffres de cette pandémie, mais qui nous rappellent quand même furieusement ce qu'on est en train de vivre. Alors, il y a eu très très peu de morts pour cette épidémie. En fait, très très peu de morts testées. Parce qu'on s'est retrouvé visiblement là-bas comme maintenant, avec une politique très libérale, et on va dire, sur le nombre de morts, hein, comme ce que nous annonce d'ailleurs Madame Birx donc, aux États-Unis, où ils nous disent exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un a potentiellement des symptômes, on va les compter comme, sans tester, on va les compter nécessairement comme ayant la grippe, alors H1N1 à l'époque, le Covid-19 maintenant, voilà. Donc avec ça, on peut grossir considérablement les chiffres. Mais il y avait très 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 peu de personnes réellement testées avec cette grippe H1N1. Je crois que c'était autour de 3000, avec 137 morts officielles testées, voilà. Et bien sûr, par contre, les chiffres qui sont donnés sont bien plus hauts, mais parce qu'effectivement, ils incluent beaucoup beaucoup d'autres choses. Ce qui est très louche dans tout ça aussi, c'est que vous avez plusieurs choses. Un, vous avez le fait que le premier cas a été le 17 avril 2009, et puis dès le 29 avril, c'est-à-dire 12 jours après seulement, le relevé des 2 premiers cas en Californie, eh bien vous avez eu en fait l'OMS qui a déclaré déjà le stade 5 sur 6 du risque de pandémie. D'accord? Donc en 12 jours, alors que finalement on avait visiblement une grippe que tout le monde s'est accordé à dire comme étant moins létale, moins dangereuse que la grippe saisonnière de cette année-là, eh bien vous auriez eu déjà un truc qui 12 jours plus tard nécessite de dire attention, on est presque au stade pandémique. Donc là, bon, déjà un peu louche, voilà. Les États-Unis, par exemple, alors juste, je termine là-dessus, la pandémie a été vraiment déclarée cette fois le 11 juin au stade 6, voilà. Les États-Unis ont déclaré l'état d'urgence, c'était sous Obama à l'époque, avec 20 cas et 0 mort. Donc avec 20 cas et 0 mort, on a déclaré l'état d'urgence aux États-Unis. Autant vous dire que c'était mais complètement téléphoné. Alors cette fois-ci, les choses ont été peut-être un peu mieux faites. En tout cas, on ne s'est pas lancé là-dedans avant que ce soit un peu plus que ça. Mais si vous regardez les chiffres, on est dans quelque chose de ridicule. Je veux dire, le professeur Raoult rappelle que pour l'hiver 2016-2017, il y a déjà eu 14 000 morts rien qu'en France de la grippe. Donc, le problème, c'est que les médias, comme on va le voir dans notre prochaine vidéo, n'ont jamais relativisé les chiffres qu'ils vous donnaient. Ils vous les donnaient avec une volonté de générer de l'affolement, voilà, et sans aucun point de comparaison. Donc voilà, quel est l'agenda derrière tout ça? Alors, le fait qu'on faisait même des diagnostics par téléphone au Royaume-Uni, par exemple, vous toussez, vous avez un peu de fièvre, bon ben allez,
machin et nain. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas tellement loin, hein. Je vous en parlerai à la prochaine vidéo, mais je veux dire, en Angleterre, par exemple, un médecin qui n'a pas vu un patient, ni de son vivant, ni après sa mort, un patient qui n'a pas subi de test pour savoir s'il avait le Covid-19, si on lui a rapporté à ce médecin qu'il avait des symptômes de type fièvre, toux, etc., et qu'il peut penser que le Covid-19 était présent et que ce Covid-19 ait peut-être contribué à la mort. Donc ça veut dire que la personne elle peut déjà être en stade de cancer terminal et on peut dire que ah ben oui mais ça a été le Covid qui a précipité les choses. Eh bien il met Covid-19 sur le certificat de décès. Alors avec ce genre de choses, on peut vous annoncer tous les chiffres les plus catastrophiques ou catastrophistes que l'on veut. Mais même avec ça, eh bien il n'arrive pas à justifier vraiment une mortalité très importante. Hein, puisque vous regardez les chiffres de l'INSEE, j'ai fait un beau tableau là-dessus qu'on vous mettra en lien si vous voulez, eh bien les chiffres sont inférieurs en fait à ceux de l'année dernière pour janvier, février et mars. On ne peut pas encore avoir ceux d'avril, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon. Voilà. Alors, il y a deux éléments très importants qui ont beaucoup d'impact pour ce qui pourrait arriver cette fois-ci et qui est évidemment à déjouer, hein, mais donc pour ça il faut être au courant. C'est que en 2005, les statuts de l'OMS ont été modifiés, c'est-à-dire que les pays signataires n'avaient plus à recevoir uniquement de recommandations de la part de l'OMS quand une pandémie était déclarée, mais devaient se conformer aux obligations, aux ordres, aux prescriptions de l'OMS si une pandémie était déclarée. Donc ça voudrait dire que les États perdent leur libre arbitre, les États signataires de l'OMS perdent leur libre arbitre si l'OMS déclare une pandémie et décide d'utiliser cette provision, entre guillemets, qui permet aux États normalement de dire ah ben on peut pas, on n'a pas le choix, c'est pas nous. Regardez, on doit obéir à l'OMS quand une pandémie est déclarée. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, donc en mai 2009, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié, puisqu'il n'y avait peut-être pas assez de morts, à savoir, ils ont modifié la règle, si vous voulez, pour appeler une pandémie, si vous voulez, une pandémie. Voilà. Avant, il fallait que ce soit très généralisé, que ça touche un grand nombre de pays, mais aussi qu'il y ait une forte mortalité, un fort taux de mortalité. Et Teresa donc Forcades nous explique de façon très claire comment, en fait, en mai 2009, ils ont changé les critères pour déclarer une pandémie. Il suffit que cela touche un grand nombre de pays, mais également que ça ait un critère, un caractère de nouveauté et que donc on ne soit pas trop sûr de quel va être le comportement du virus ou le comportement de telle ou telle maladie et que donc puisqu'il y a une inconnue, eh bien on peut déclarer une pandémie. Alors c'est très important parce que si on peut déclarer une pandémie alors que finalement on ne sait même pas si le truc va être létal, derrière on peut aussi potentiellement imposer aux États ce qu'on veut, une sorte de dictature vaccinale si vous voulez ou de dictature médicale déjà. Voilà, donc ça c'est très important. Et quand vous voyez maintenant fleurir les articles ou les interventions qui vous expliquent qu'il faudra un certificat éventuellement digital pour avoir le droit de circuler, de reprendre le travail, éventuellement de voyager, etc., vous comprenez bien qu'on est dans une situation où eh bien, on n'est pas dans quelque chose de tout à fait naturel, hein, voilà, de tout à fait bien intentionné. Puisque tout le monde peut le voir, avec si peu de cas, avec une situation où jusqu'à 90% des gens sont dans une situation où ils se remettent sans problème, il n'y a pas besoin de vaccin. Il n'y a pas besoin de confiner tout le monde jusqu'à ce que on puisse à nouveau, soi-disant, circuler comme s'il y avait un danger incroyable pour tout le monde. C'est pas vrai. Voilà. Alors, il y a une chose qui est très claire aussi, c'est qu'à l'époque, et ça je vous en reparlerai plus dans cette fameuse troisième vidéo, à l'époque, la vaccination obligatoire avait également été envisagée. Un certain nombre si vous voulez, d'États avaient préparé des législations contraignantes, par exemple aux États-Unis, pour autoriser le passage, l'intervention, si vous voulez, d'équipes vaccinales en porte-à-porte à la maison. Chez nous, c'était dans le cadre de centres qui n'étaient pas des centres médicaux, disons des généralistes. C'était des centres médicaux qui
capable peut-être de vacciner les gens à la chaîne. Et Madame Bachelot avait prévu des équipes volantes pour aller vacciner tous les enfants dans toutes les écoles. Voilà. Et on aurait pu, s'il n'y avait pas eu, je vous en parlerai donc plus en détail, cette levée de bouclier de la part de beaucoup de personnels soignants un peu partout dans le monde qui refusaient de se faire vacciner à cette époque-là, parce que l'OMS, rappelons-le quand même, recommandait à la fois la vaccination contre la grippe saisonnière, mais également les deux doses. Vous allez savoir pourquoi cette fois, il fallait 2 doses de vaccination pour la H1N1. Donc vous imaginez le cocktail que tout le monde aurait eu. Et puis vous aviez l'armée aussi, qui n'était pas tout à fait d'accord, parce que figurez-vous, que dans ces fameux vaccins, il y avait du mercure et il y avait aussi du squalène. Et le squalène, c'est un adjuvant qui avait été utilisé, si vous voulez, chez les soldats qui avaient été envoyés à la guerre du Golfe. Et ils avaient été, visiblement pour beaucoup, il y a eu beaucoup de symptômes, de problèmes après. Et ça s'était appelé le syndrome de la guerre du Golfe. Voilà. Mais en fait, ce syndrome de la guerre du Golfe, il touchait même les personnes qui n'étaient pas allées sur place. D'accord, mais qui avaient reçu justement les doses. Voilà. Donc vous comprenez bien que là, on aurait peut-être dû appeler ça le syndrome des vaccins de la guerre du Golfe, je ne sais pas. Mais en tout cas, le squalène, eh bien, les soldats n'en voulaient pas. Et on commençait à parler de 2 types de vaccins, avec et sans squalène. Donc sans squalène pour l'armée, avec squalène pour les autres. Autant vous dire que ça faisait désordre. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'on est dans une situation où finalement les choses ne sont pas du tout ce qu'elles paraissent. Les médias d'ailleurs tournent en rond, vous le constatez là actuellement. Ils trouvent plus grand-chose de nouveau à dire. On s'explique toujours pas pourquoi on nous maintient confinés. On s'explique toujours pas pourquoi il n'y a pas de... Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, mais le problème, ce n'est pas les barrières, comme je vous le disais tout à l'heure. Le problème, c'est uniquement le système immunitaire pour la très grande majorité d'entre nous, et puis la protection et le traitement avec des médicaments simples, peu coûteux, connus comme l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ou les macrolides et les C3G, voire éventuellement les anticoagulants si les personnes ont des thromboses, voire éventuellement les anti-inflammatoires si on a une réaction disproportionnée de l'organisme. Et donc, ça, ce serait pour les personnes éventuellement fragiles et présentant des symptômes. Mais on n'a pas du tout besoin de confiner tout le monde. Ça commence à se savoir. Et donc, on commence à essayer de censurer les lanceurs d'alerte. On commence à essayer de faire que le narratif reste toujours contrôlé. Et ça, on en parlera donc à la prochaine vidéo où je reviendrai sur certains éléments donc chiffrés. Je vous montrerai en détail comment effectivement cette épidémie n'en est pas une, au moins chez nous, au moins dans les pays occidentaux, et qu'effectivement, on n'est pas du tout dans un narratif honnête de la part des médias classiques qui essayent vraiment de vous manipuler. Mais je pense que vous avez de plus en plus de gens qui, justement parce qu'ils sont confinés, prennent le temps de réfléchir, prennent le temps de s'informer autrement, ce qui dérange évidemment quand ça sort du prêt-à-penser officiel. Et donc, je vous invite à vous renseigner rapidement pour que on va dire la fermeture de toute une série de sites internet, de chaînes YouTube, de posts Facebook, de comptes Twitter et autres, de personnes qui alertent le grand public ne vous prennent pas de vitesse par rapport à la prise de conscience que vous devez avoir de tout ce qui se passe. Voilà. À bientôt et merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt.